Bonjour à tous, bienvenue à la quatrième conférence du cycle de conférences Écho d'Archéo. Je m'appelle Rémi Collat, je suis archéologue pour l'opérateur archéologique Hadès. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats d'une fouille d'archéologie préventive, une fouille récente qui a eu lieu à Cournon d'Auvergne et qui fait état de 6000 ans d'activité dans la plaine de Sarliève. La plaine de Sarliève, donc sur la commune de Cournon d'Auvergne, comme vous pouvez le voir sur l'illustration à droite, c'est la zone où vous avez l'étoile. Une fouille qui a eu lieu entre les mois de mai et d'octobre 2019, il y a 2 ans donc, en amont de la construction d'une plateforme pharmaceutique, sur une surface assez importante, puisque ce projet s'est fait sur environ 7,5 hectares. Cette fouille, elle a été menée par le bureau d'investigation archéologique Hadès sous ma responsabilité. Elle intervient dans un cadre géographique un peu particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, c'est-à-dire qu'elle intervient dans ce qu'on appelle, de manière assez pratique, la cuvette de Sarliève. On précisera effectivement ce qu'est cet espace un peu particulier. Un premier jeu de photos pour que vous puissiez vous rendre compte de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Comme vous pouvez le voir, la fouille se trouve donc au pied de Gergovie, dans la plaine de Sarliève, donc côté Cournon, à l'ouest de la plaine. Vous avez ici le décapage en cours, le décapage mécanique, et vous avez une photo ici, une vue un peu plus rapprochée, qui vous permet de voir que Cournon se trouve ici, et la cuvette de Sarliève, sur laquelle nous nous trouvons, plus exactement en bordure ouest de cette cuvette. Alors, si aujourd'hui l'espace est assez lissé, si aujourd'hui on ne se rend pas forcément compte de l'endroit exact où nous nous trouvons, il faut savoir que ce lac, s'il est invisible ou presque dans le paysage actuel, nous nous trouvons là en bordure ouest de ce qu'on appelle de manière commode la cuvette de Sarliève. Je dis commode puisque dans la littérature, vous allez le retrouver sous différentes appellations. On parle tantôt de cuvette, on parle tantôt de lac de Sarliève, tantôt de marais de Sarliève, pour des raisons qui sont d'ordre essentiellement chronologique. Cette cuvette, ce lac, ce marais, peu importe, on précisera les choses plus en avant avec les résultats archéologiques, c'est un espace d'environ 600 hectares, comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici, avec une localisation entre guillemets approximative, mais qui permet bien effectivement de comprendre ce à quoi nous avons affaire. Et bien cette cuvette, c'est un système qui s'est individualisé au Tardiglaciaire, qui existe depuis le Tardiglaciaire, c'est-à-dire environ 16 000 ans avant aujourd'hui, qui fonctionne durant tout l'Holocène, c'est-à-dire qui fonctionne jusqu'à nos jours, qui existe toujours techniquement, mais qui subit des mutations assez profondes, notamment au XVIIe siècle, puisqu'il a subi un assèchement assez important. Cet espace, en fonction des époques, vous allez avoir tantôt un lac, tantôt des marais, une zone humide ou une plaine asséchée, des espaces qui cohabitent, mais dont la présence d'eau est une composante fondamentale et qui va vraiment cadrer la façon dont les occupations vont se faire. Et de par ses caractéristiques, cet espace, il est très attractif pour les populations, quelle que soit l'époque, de par les ressources qu'il procure, de par les avantages qu'il peut procurer. Les populations vont chercher à l'exploiter d'une manière économique, d'une manière pratique, en fonction de leurs moyens. Et c'est ça qui nous intéresse ici finalement, c'est cette interaction entre l'homme et le milieu, qui est une composante fondamentale de l'archéologie moderne. Nous allons chercher à comprendre comment l'homme occupe son milieu, mais en même temps comment le milieu influence l'homme. Voilà, c'est un système d'aller-retour que nous cherchons effectivement à comprendre pour appréhender les choses dans leur globalité. Avant toute chose, il semble important de situer, avant de parler des résultats de la fouille de Cournon, ce qui nous semble important, c'est d'évoquer l'histoire de la recherche liée à cet espace, et un peu plus large, et permettre par là de situer nos travaux dans une forme de filiation, ce qui nous permet effectivement de mieux comprendre vers quoi on se dirige. Une brève histoire de la recherche, donc, avec une première carte, une carte qui a été établie par Gabriel Simeoni en 1561, la carte de la Limagne d'Auvergne. Voilà, comme vous pouvez le voir, une carte, un document assez magnifique, avec un zoom ici sur la zone qui nous intéresse, la zone de Sarliève, et la petite étoile qui est ici indique de manière approximative, mais ça permet quand même de donner une idée, elle indique où se trouve la fouille, du moins dans quel espace elle se trouve. Première chose qui saute aux yeux, c'est qu'en 1561,
la cuvette de Sarliève est véritablement un lac. Donc à cette époque, nous avons affaire à un lac tel qu'on l'entend au sens propre. Sur la même illustration, deux éléments qui me semblent intéressants, c'est que vous avez le plateau de Gergovie, ou moins la mention de Gergovie, vous le trouvez ici, et vous avez une évocation du site de la bataille de Gergovie. Pour resituer Gabriel Simeoni, il est le premier à localiser le plateau de Gergovie et la bataille associée. Alors, c'est une donnée que je trouve intéressante, parce que voilà, vous voyez vers quoi on s'oriente, un lac, un système qui fonctionne effectivement de manière un peu particulière, une bataille qui a lieu à proximité, c'est quelque chose qui, assez tôt, a attiré l'attention des chercheurs. D'autant qu'il y a plusieurs mentions antiques, de sources antiques, qui font état, ou non, de cet espace, de cette plaine de Sarliève. Le premier texte, La guerre des Gaules, premier texte non des moindres, La guerre des Gaules, est rédigé par Jules César. Paradoxalement, Jules César, qui décrit longuement l'organisation du siège, la bataille et ses modalités, ne fait aucune référence sur un lac ou sur un système particulier qui pourrait correspondre à ce que nous avons. Le tout en 52 avant Jésus-Christ. Alors c'est assez intriguant, on pourrait être en droit d'imaginer qu'à cette époque, tout simplement, il n'y a pas de lac. Les choses sont un peu plus complexes. Nous avons un autre texte, 500 ans plus tard, ce sont les correspondances de Sidoine Apollinaire au 5e siècle après Jésus-Christ, qui, justement, dans ces correspondances, fait mention de sa villa d'Avitacum, qui est située au bord d'un lac. Avec une précision qui est incertaine, certains parlent du lac d'Eda, d'autres parlent du lac de Sarliève. Même si c'est quelque chose il est difficile à discuter ici, certains auteurs, notamment Savaron, par exemple, en 1599, reprennent ces textes-là et affirment que la villa d'Avitacum est bien située au bord du lac de Sarliève. Ce qui permet tout de même d'envisager qu'à cette époque-là, il y aurait un lac au bord, dans la plaine de Sarliève. Donc voilà, très rapidement, pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit se trouvent les chercheurs, ces textes, dès le XVIe siècle, donc, ils inspirent diverses théories. Alors, on ne va pas toutes les citer ici, il y en a beaucoup. J'en ai mis quelques-unes, vous voyez, Gabriel Simeoni en 1561, d'autres en 1805, et puis qui existent jusqu'à des périodes très récentes, jusqu'à l'histoire de la recherche moderne que nous allons détailler. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que ces données, elles sont parfois contradictoires, elles sont même souvent contradictoires, elles sont variées, elles font état, pour moi, d'une sorte de foisonnement, effectivement, de la recherche spécifiquement pour ce secteur, mais qui finalement cherche toujours à faire correspondre des concepts historiques, comme la bataille de Gergovie, avec des réalités pratiques, des réalités notamment archéologiques, qui ne sont pas forcément abouties pour ces périodes. Donc ce sont des choses qui sont très intéressantes à étudier, mais qui sont paradoxalement plus difficiles à exploiter, je trouve. On fait un bond dans le temps, on arrive sur cette idée de l'historique de la recherche vers le XXe siècle. Et ce qui change au XXe siècle, surtout dans la deuxième moitié, c'est la conception qu'on a de l'histoire, de l'archéologie. Elle prend une dimension qui est à la fois diachronique, c'est-à-dire qu'on va chercher à étudier les choses sur un temps long, pour essayer d'appréhender les phénomènes dans leur globalité, et à une échelle géographique qui est plus importante. C'est-à-dire étudier une fouille pour une fouille, un lac pour un lac, n'a aucun sens. Il faut effectivement agrandir un petit peu sa focale pour pouvoir comprendre aisément ces phénomènes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les approches se font pluridisciplinaires. On fait appel à des sciences qui sont pas forcément nouvelles, encore que, mais qui s'affinent, qui se précisent, et on va chercher à croiser différentes disciplines pour proposer un modèle qui se veut le plus juste possible. Alors, j'ai cité ici dans la diapositive les principales. Vous allez donc avoir un croisement des données historiques, avec des gens comme Gabriel Fournier, par exemple, qui a fourni énormément de travaux sur ce sujet, ou Didier Deloum. Les données géologiques, bien évidemment. Voilà, j'ai cité, à mon sens, non pas forcément tous les acteurs de cette recherche, il était impossible de les citer tous ici, et je leur prie de m'en excuser. Mais voilà, à mon sens, effectivement, des travaux fondamentaux, et surtout des travaux dont je me suis inspiré pour cette conférence. Voilà, notamment le travail d'Alfredo Mayoral, dont la conférence précédente s'est faite sous sa responsabilité.
Donc des données géologiques qui permettent de comprendre la formation du lac, son histoire, sa datation. Des données paléoenvironnementales, ce qu'on appelle les sciences du vivant, c'est-à-dire les études carpologiques, les études anthracologiques, c'est-à-dire l'étude des graines, l'étude des pollens, qui permettent de reconstituer le paysage, de comprendre comment le paysage, lui, il évolue, il change, que ce soit dû à des facteurs naturels, à des facteurs humains. Voilà, encore une fois, comprendre cette interaction entre l'homme et son milieu, notamment avec des travaux comme celle de Christelle Ballu, de Manon Cabanis ou de Béatrice Prat. Au-delà des sciences du vivant, des sciences dures, de l'histoire, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est l'archéologie. L'archéologie sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'archéologie programmée, les découvertes fortuites, celles qui sont dues au hasard, qui sont dues à des travaux, notamment au XIXe siècle, les prospections pédestres, on pense aux travaux de Frédéric Trémant, les prospections aériennes, on pense aussi aux travaux de Bertrand Douce-Tessier, surtout du coup à la deuxième moitié du XXe siècle. Et également, ce qui nous intéresse ici, l'archéologie préventive, qui prend essor à partir des années 70 et qui explose littéralement à partir des années 90, à partir des années 2000, qui aujourd'hui est quelque chose qui est bien ancré dans le territoire, dans les projets d'aménagement. Et concernant cette archéologie préventive, spécifiquement au secteur qui nous intéresse, on pense à la fouille de Gérard Vernet sur la Grande Halle d'Auvergne en 2000, qui est la fouille de référence si l'on veut comprendre comment cet espace est organisé. Voilà. Donc tout ça aboutit finalement, comme je l'ai dit, aux années 2000, aux années 2007, l'année à laquelle Frédéric Trémant publie un article de synthèse assez conséquent sur ce secteur. On aboutit à des données qui sont confrontées, qui sont renouvelées. Les modèles qui ont été présentés auparavant par d'autres chercheurs, effectivement, sont confirmés ou sont revus. C'est quelque chose qui est normal, finalement. C'est une histoire qui est sans cesse en mouvement. Ce qui est mis en évidence, ce qui était déjà mis en évidence, mais là, ce qui apparaît de manière de plus en plus nette, de plus en plus affinée, ce sont des cycles d'occupation. Voilà, les hommes vont occuper cet espace de la cuvette de Sarliève de manière différente en fonction des époques. Il y a des fluctuations d'occupation, on pourrait dire, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, corrélées à l'évolution du milieu, qu'on va pouvoir préciser, et à la dynamique sédimentaire de la cuvette de Sarliève, qui elle aussi est précisée. Voilà pour un très bref même historique, mais qui permet de nous situer. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important de voir, de savoir d'où l'on vient. On va glisser tout doucement vers les données archéologiques avec deux documents. Le document que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle la carte archéologique. C'est un document qui émane du ministère de la Culture, qui est un document qui fait état, en l'occurrence ici à la date du 6 octobre de cette année, de la totalité des vestiges archéologiques présents dans un espace donné. Ici, en l'occurrence, c'est la carte archéologique de la cuvette de Sarliève. Donc chaque petit triangle que vous voyez est une découverte, un point de découverte, quel que soit le type, quelle que soit la chronologie et quelle que soit la façon dont il a été découvert. Donc ce document, il est intéressant, il est fondamental pour nous archéologues pour savoir dans quelle ambiance on intervient. Et là, il est intéressant à plusieurs titres, notamment parce que vous vous rendez compte que justement des petits triangles rouges, il y en a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de découvertes, anciennes, récentes, surtout récentes. Et ce document, vous voyez, nous nous trouvons a priori ici, de manière approximative. Ce document, il est assez intéressant de le confronter au document que vous avez justement sur la droite, qui est à nouveau une carte archéologique, mais qui, elle, fait état des opérations préventives. En orange, vous avez les diagnostics, c'est-à-dire les sondages exploratoires en amont des projets de construction. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la densité de ces opérations, la surface aussi, puisque plus de la moitié de la cuvette de Sarliève a été diagnostiquée. Et éventuellement, ces diagnostics peuvent mener à des fouilles, c'est ce qu'on va voir juste après. Ce sont les informations que vous avez sur cette carte en vert. Et en vert, ce sont les fouilles de la Grande Halle de Gérard Vernet dont je parlais tout à l'heure. Mais finalement, hormis cette fouille, peu d'opérations de ce type réellement extensives sur le bassin. Vous voyez, nous nous trouvons ici dans une zone où vous ne trouvez que des diagnostics. Voilà, mais tout ça pour signifier qu'effectivement, nous intervenons dans un espace qui est déjà bien connu d'un point de vue archéologique. En amont de la fouille de Cournon-CSP, un diagnostic, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un diagnostic qui a été mené en mai 2017 par Gérard Vernet de l'INRAP,
et qui, outre les observations des séquences sédimentaires qui sont liées à la formation et à l'évolution de la cuvette, permettent d'acquérir une somme de données assez conséquente. Voilà. Au passage, je remercie Gérard Vernet de m'avoir autorisé à présenter cette carte que je vais me permettre de commenter, puisqu'elle nous emmène après vers nos propres résultats de fouilles. Rapidement, ces résultats, ce sont pour la période gauloise, c'est-à-dire ceux que vous avez en rouge sur la carte, ce sont principalement des fossés, un véritable réseau fossoyé, on pourrait employer ce terme-là, qui structure l'espace, comme vous pouvez le voir, avec des réseaux qui sont normalisés, et qui pour certains se recoupent à angle droit, on précisera pourquoi. Ce sont des zones d'habitat, ou du moins ce qu'on envisage comme des zones d'habitat, et ce sont également des données funéraires. Pour l'Antiquité, pour la période gallo-romaine, c'est également un réseau fossoyé, également des données funéraires et une zone d'extraction de calcaire marneux sur laquelle nous reviendrons. Pour le Moyen-Âge, qui correspond sans doute à des pêcheries, pour la période moderne, d'autres fossés qui servent au drainage de cet espace, et pour la période contemporaine, un chemin de fer. De ce diagnostic, le ministère de la Culture, le service régional de l'archéologie en l'occurrence, prescrit donc une fouille. Voilà, nous arrivons à la présentation des résultats de la fouille de Cournon. Et comme vous pouvez le voir sur ce plan, vous retrouvez finalement un plan qui est très proche de celui que vous avez eu précédemment, mais évidemment, ce plan MEF fait état de tout ce que nous avons trouvé, quelle que soit la typologie des structures, quelle que soit la datation, et vous voyez, vous avez un plan qui finalement est assez fourni. Après, charge à nous, archéologues, de retravailler ces plans et ensuite de proposer un phasage, notamment chronologique. Très rapidement, pour présenter les résultats de la fouille de Cournon CSP, qui va ensuite guider toute la communication, nous avons découvert des vestiges qu'on date du néolithique moyen, c'est-à-dire une période entre 4800 et 3500 avant Jésus-Christ. D'autres vestiges qui datent du néolithique final, c'est-à-dire une période comprise entre 3500 et 2100 avant Jésus-Christ. Des vestiges du second âge du fer, sans doute les plus importants en termes de densité. Second âge du fer, et plus précisément entre le 3e siècle avant et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ces vestiges, ce sont le réseau fossoyé dont nous parlions tout à l'heure. Ce sont des zones d'habitat qui sont à l'est, conformément à ce qui avait été vu au diagnostic. Ce qui pourrait correspondre à un axe viaire, c'est-à-dire un chemin gaulois qui traverserait le terrain, ce sont des choses qui restent à valider. Des données funéraires qui sont assez denses, qui sont assez nombreuses et qu'on précisera. Un enclos quadrangulaire, dont la fonction pour l'instant reste à préciser. Pour l'époque suivante, c'est-à-dire l'époque gallo-romaine, le Haut-Empire, entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 3e siècle, ce sont également ces vestiges, ce sont également un réseau fossoyé, ce sont la carrière de calcaire dont je parlais tout à l'heure. Encore, à nouveau, des données funéraires, le même enclos, dont j'évoquais l'existence il y a quelques instants, et éventuellement des zones d'habitat qui sont assez difficiles à saisir. Pour le Moyen-Âge, la période suivante, c'est-à-dire entre le 5e siècle et le 15e siècle après Jésus-Christ, nous avons mis en évidence des fossés, des trous de poteaux et du mobilier qui nous permettent de comprendre comment ce secteur a été occupé alors que le lac était en eau à cette période. Pour la période moderne, qui est une période de bouleversement assez intense pour ce secteur géographique et qui est très intéressante à étudier à mon sens, les vestiges prennent la forme de gigantesques rases, c'est-à-dire de grands fossés de drainage qui pour certains existent encore aujourd'hui. Et puis pour la période contemporaine, le chemin de fer qui avait été mis en évidence lors du diagnostic et que nous avons retrouvé. Cette fouille, d'un point de vue pratique, elle permet également de confirmer, si besoin en était, que nous sommes vraiment aux abords immédiats de la cuvette côté ouest. Alors pourquoi ? Comme vous pouvez le voir sur le document qui est à gauche et qui est ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain, la lecture des altitudes montre bien où nous nous trouvons. C'est-à-dire que les altitudes les plus importantes, cette carte correspond au décapage mécanique, c'est-à-dire qu'elle correspond à la surface que nous avons atteinte et la surface à laquelle nous avons trouvé les vestiges, donc qui ne correspond pas forcément à une réalité physique, mais qui donne quand même des indices effectivement sur la topographie des occupations pour les époques qu'on traite. Eh bien, les altitudes les plus importantes se trouvent ici, du côté ouest, et plus vous avancez vers le côté ouest, sur quelques centaines de mètres, plus vous descendez. Nous avons un dénivelé d'environ 3 mètres entre cette partie-là et cette partie-là, avec ce qu'on pourrait appeler une rupture assez nette, à mon sens, dans ce secteur-là. Ce qui montre bien, de manière schématique, et peut-être un peu provocatrice, que ce secteur-là correspond au bord de la cuvette,
éventuellement au bord du lac en fonction des époques, et que plus vous avancez ici, plus vous arrivez dans des contextes qui sont humides. Ce que les structures, du moins l'interprétation qu'on fait des vestiges, laisse à penser, vont dans ce sens-là, puisque les fossés, quelle que soit la période, se retrouvent absolument sur toute la parcelle, mais en revanche, les structures qui correspondent éventuellement à de l'habitat, à des puits, à des structures complètement différentes qui correspondent à une autre logique, se concentrent vraiment dans ce secteur-là et se développent en dehors de la parcelle, en dehors de la zone de fouille, principalement en direction de Cournon, plus précisément en direction de la gare de Cournon. Si on veut une application concrète de cette idée-là, à partir d'une lecture photographique, en reprenant une photo aérienne que nous avons vue tout à l'heure, cela signifie que notre fouille est bel et bien sur la bordure est. Le centre de la cuvette se situe actuellement, bien évidemment, au milieu de la plaine. Ce sont des zones qui sont peu investiguées à l'heure actuelle. Et puis la bordure est se retrouve sous le tracé de la 75, sur les pentes de Gergovie, sur les communes notamment de Pérignat ou de la Roche-Blanche. Voilà, pour situer spatialement la zone où nous nous trouvons. Avant de préciser les vestiges, de détailler les vestiges que nous avons découverts, chronologie période par période, un point sur la géomorphologie qui est l'étude des sols, la façon dont ils sont constitués, la façon dont ils évoluent, la façon dont l'homme a pu impacter ces sols et inversement. C'est une discipline qui est fondamentale en archéologie, qui l'est de plus en plus, d'autant plus dans les contextes qui nous intéressent ici, vous comprenez pourquoi. Ce que nous avons fait sur le terrain, c'est que nous avons réalisé de très nombreuses coupes, ce qu'on appelle des logs, à des endroits que nous avons jugés stratégiques, à des profondeurs variables mais à chaque fois suffisantes, pour pouvoir comprendre l'intégralité de l'évolution de la cuvette de Sarliève, du lac de Sarliève. Les sols les plus anciens que nous avons mis au jour, ils correspondent à des argiles lacustres, ils sont liés à la formation du lac au tout début, c'est-à-dire au tardiglaciaire, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, aux alentours de 16 000 avant aujourd'hui. Nous trouvons ensuite un paléosol qui, lui, est daté environ de 14 000 à 13 000 avant aujourd'hui. Et puis des zones de téphra qui correspondent à des retombées volcaniques, c'est du verre volcanique qui fournit un marqueur chronologique très important pour les géologues. Et l'intégralité des occupations que nous allons pouvoir trouver, quelle que soit la chronologie, elle se situe au-dessus de ces niveaux de téphra. Dans les argiles lacustres holocènes, qui est la période que nous avons évoquée tout à l'heure, et qui dure encore aujourd'hui. Voilà, donc tous les niveaux archéologiques vont se dilater sur cette petite tranche, et vous allez trouver au-dessus le sol actuel labouré, qui a bouleversé éventuellement certaines occupations. Voilà, donc une stratigraphie qui vaut pour ce spot, c'est-à-dire en avant dans le lac, mais pas tellement finalement, puisque les carottages qui ont été faits plus loin, notamment par Alfredo dont nous parlons tout à l'heure, ou d'autres chercheurs, les carottages en vue de comprendre la sédimentation, montrent qu'au cœur de la cuvette, par rapport à la photo que nous avons vue tout à l'heure, ces sédiments-là se dilatent sur plus de 5 mètres. Et évidemment, en bordure immédiate, nous verrons des photos tout à l'heure, la sédimentation n'est pas du tout la même. Voilà, donc le cumul de ces données nous permet vraiment de comprendre comment les sols fonctionnaient et, de fait, comment l'occupation s'est faite. Cette occupation, donc, elle ne commence pas au néolithique moyen, mais ce sont les vestiges les plus anciens que nous trouvons sur la fouille de Cournon CSP. Le néolithique moyen, c'est une période qui est fondamentale c'est peut-être pas le terme, mais qui a cette particularité de correspondre à la période où les hommes passent plutôt de quelque chose d'un mode de vie nomade, ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs ou les chasseurs-collecteurs, à un mode de vie plus sédentaire. Donc c'est d'une période de bouleversement assez intense, puisque la pratique agricole va se développer de plus en plus, les techniques vont évoluer, et la maîtrise de l'homme sur l'environnement va être de plus en plus importante. Il y aura une pression sur l'environnement qu'on va pouvoir saisir, non pas forcément par le biais de la fouille de CSP, les données ne sont pas suffisantes, mais on verra tout à l'heure des cartes de synthèse, on commence à comprendre effectivement que l'homme agit réellement sur son milieu. Ah, c'était une petite aparté pour situer cette période du néolithique, et ici en l'occurrence une subdivision du néolithique qu'on appelle le néolithique moyen.
La seule structure donc correspond à un puits, la structure 897, un puits somme toute classique, phasé en deux étapes, en deux états, dont nous avons retrouvé un peu de mobilier, un peu de mobilier céramique, un peu de mobilier lithique que nous allons voir, et des éléments organiques sous la forme de charbon de bois brûlé, que nous avons datés par la méthode du radiocarbone, pour pouvoir précisément situer la chronologie, puisque à la sortie de la fouille, c'était une interrogation effectivement, nous n'avions pas la certitude de la datation de cette structure, nous avions des pistes, mais le radiocarbone nous permet d'envisager une date pour ce charbon de bois, c'est-à-dire pour le comblement de la structure, pour son abandon, entre 4443 et 4252, avec un taux de probabilité assez élevé. Voilà, ce sont des disciplines aujourd'hui qui sont largement employées par les archéologues. Donc nous nous situons dans ce qu'on appelle le néolithique moyen 2, qui est à nouveau une subdivision du néolithique moyen. Voilà. Un C14, puisque comme je le disais, nous avons trouvé des éléments mobiliers, mais ces éléments mobiliers, notamment la céramique, vous voyez, un nombre assez peu important de tessons, 72 tessons, 4 formes, pardon, 4 céramiques différentes, étaient finalement non pas forcément trop peu nombreuses, mais n'étaient pas suffisamment bien conservées pour pouvoir être attribuées à une phase chronologique précise. Nous avions des soupçons effectivement qu'elles dataient du néolithique, mais il nous fallait d'autres éléments pour le confirmer. Les objets lithiques, quant à eux, ils sont liés au broyage, ils sont liés à la mouture, ce sont des meules, ce sont des molettes, donc ce sont des objets qui témoignent de pratiques agricoles. Voilà, ce sont des objets qui servent à broyer le grain en vue de préparation pour une consommation. Donc le cumul de ces données permet effectivement de réellement envisager une chronologie qui est peu présente autour du lac de la cuvette de Sarliève. Alors, cette carte est une carte de synthèse qui est basée sur le cumul des données de différents projets de recherche, notamment le projet de Frédéric Trémant. Donc c'est une sorte d'instantané effectivement qui nous permet d'envisager une forme d'occupation à cette époque, mais qui bien évidemment est amenée à évoluer en fonction des découvertes futures. Ce qu'on envisage pour ces époques, pour cette époque du néolithique moyen, en ce qui concerne le milieu du moins, c'est une tranche d'eau, c'est-à-dire un niveau d'eau, dans la cuvette j'entends, qui est affecté par des fluctuations assez fortes. C'est-à-dire que le niveau de l'eau évolue de manière sans doute importante sur des périodes parfois très courtes. Ce qui peut expliquer que nous n'ayons pas trouvé de vestiges de ces périodes lors des diagnostics ou lors de la fouille de la Grande Halle telle que nous l'avons vu tout à l'heure. Les indices de sites s'orientent plutôt vers des occupations centrées sur les piémonts et les versants. On occupe les espaces hauts, puisque le bas, si on veut résumer les choses ainsi de manière un peu schématique, est peu propice à une occupation, du moins une occupation domestique. On a tout de même quelques sites en zone basse, comme vous pouvez le voir sur la carte, sur la terrasse orientale ou sur la zone nord du bassin. Voilà. Mais ce sont des choses, comme encore une fois j'insiste là-dessus, qui sont amenées à évoluer, ce sont des données qui pour l'instant sont en suspens. L'intérêt de la fouille de Cournon-CSP, puisque nous sommes là pour ça, l'intérêt de la fouille de Cournon-CSP pour cette période du néolithique moyen, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est la découverte, entre guillemets, la plus en avant dans la cuvette. Elle nous permet de voir qu'à cette époque, un endroit de la cuvette, en l'occurrence l'endroit que nous avons fouillé, a été occupé. Et il a été occupé, même si nous n'avons qu'une seule structure, il a été occupé avec un puits, donc qui est le témoin indirect d'une occupation domestique. L'habitation n'est pas à 10 km du puits, ça peut sembler logique. Et paradoxalement, ce puits, il nous indique que la tranche d'eau n'est pas forcément trop importante. On a une nécessité de creuser une structure de ce type-là, mais elle est quand même bel et bien là. Donc on évolue effectivement dans une problématique un peu ambivalente. Éventuellement une correspondance avec le site des Assillous, qui est situé à 700 mètres à l'est, et qui date de la même période, qui a été fouillée dans les années 2000. On fait un bond de 2000 ans, en avant, pour arriver à une autre subdivision du néolithique, la fin de cette période qu'on appelle le néolithique final, une occupation sur la fouille de Cournon-CSP du néolithique qui prend exactement la même forme que l'occupation précédente. C'est-à-dire un puits
un très joli puits, la structure 269 que vous avez ici, dont vous voyez le fond. Donc c'est une structure qui fait environ 1 mètre à 1 mètre 20 de profondeur, et qui présente un comblement assez intéressant, notamment avec du mobilier, plus de mobilier que la structure précédente, et du mobilier organique en quantité. Même exercice, nous avons fait une datation par le radiocarbone. Là, en l'occurrence, une graine carbonisée de petit épeautre. Donc la carpologie, l'étude des graines, pour schématiser, l'étude des graines permet effectivement de distinguer des essences, des espèces. Là, le travail en cours permet de travailler à cette échelle-là. Donc la datation d'une graine carbonisée de petit épeautre qui nous donne un résultat entre 2465 et 2209 avant Jésus-Christ. Encore une fois, avec un taux de probabilité assez élevé. Donc une période qui correspond effectivement au néolithique final, tel qu'il a été défini par les chercheurs. La fin de cette période, presque à la transition avec ce qu'on appelle l'âge du bronze. Le mobilier est plus nombreux que pour la période précédente. Il présente les mêmes problèmes qu'évoqués, c'est-à-dire une difficulté vraiment d'affirmer, d'attester de la période dans laquelle nous nous trouvons. C'est toujours une histoire de finesse. C'est-à-dire que voilà, ce matériel-là, vous allez pouvoir le dater par ce qu'on appelle la typochronologie, c'est-à-dire en étudiant de manière comparative avec d'autres vestiges de même nature, d'autres céramiques de même type présentes sur d'autres sites et qui eux sont datés, vont vous permettre effectivement de les raccrocher à une période. Mais vous avez, notamment pour cette période, des spectres des spectres chronologiques, j'entends, qui sont parfois assez larges. Donc là, en l'occurrence, nous hésitions effectivement entre une période comprise entre le néolithique final et l'âge du bronze, d'où le C14. Du mobilier céramique, des objets aussi assez évocateurs pour moi, assez émouvants même, je dirais, notamment ces 2 cuillères, voilà, qui ont exactement la même fonction qu'aujourd'hui. Ce sont des objets qui n'ont pas ou peu évolué, et des objets qu'on peut comparer avec des exemplaires de même période en Auvergne, et des exemplaires bien connus, comme à Clermont-Ferrand-Trémontais, une fouille récente de l'INRAP, de Sylvie Sainteau, ou alors à Quinssaines, dans l'Allier, le Bournadieu. Voilà, cette idée, c'est d'aller chercher des comparaisons les plus pertinentes possibles pour pouvoir proposer un modèle qui se veut le plus juste possible. Comme nous le disions tout à l'heure, mais cette fois avec une illustration, une concentration assez intéressante, voire même exceptionnelle, de vestiges carbonisés de céréales, qui montre bien que, en ce lieu, à proximité de la structure 269, de notre puits, s'est déroulé au cours du néolithique final des activités agricoles. Voilà, ce sont basiquement des zones de culture. Après, les modalités, nous ne les aurons sans doute jamais, mais voilà. Le puits, finalement, a servi de réservoir, a servi de zone de rejet. On a rejeté certains types de mobilier dans le puits, à leur abandonné. Le puits s'est comblé, il a piégé ces éléments-là, qui nous permet indirectement de reconstituer ce qui s'est passé autour de la dite structure. Ces vestiges, ces carporestes, voilà, c'est leur nom, hein, ce qu'on appelle des carporestes, sont étudiés, sont en cours d'étude. Le résultat est a priori pour bientôt. Ce qu'on note déjà, c'est la prédominance des blés vêtus, voilà, du blé, sous forme de grains, et également de très nombreux déchets de traitement agricole, c'est-à-dire des vannes, des tiges de céréales, ce genre de choses. Ce qui veut dire que les récoltes se sont faites à proximité. On a trié les récoltes exactement comme on peut le faire aujourd'hui, comme on le faisait encore il y a 10, 30, 40 ou 50 ans, peu importe, c'est quelque chose qui est universel. Et le résidu, c'est-à-dire ce qui n'était pas intéressant, donc les tiges de céréales, les vannes, on les a rejetées là où c'était commode, c'est-à-dire dans la structure. Voilà, donc ce sont des choses qui nous permettent vraiment de travailler à une échelle très pointue sur la façon dont les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils produisaient, et la façon dont ils ont fait évoluer leur environnement. Voilà, donc quelque chose, je me permets d'un peu insister effectivement sur ce type d'études, qui sont des études qui sont réellement passionnantes. D'autres structures datées ou envisagées du néolithique final, on ne va pas toutes les présenter ici, celle-ci est assez intéressante, assez
assez jolie même, je dirais. Elle correspond sans doute à une petite fosse ou à un puits plus modeste que celui que nous avons vu précédemment. D'autres structures qui, pour celle que vous venez de voir, a été datée. En l'occurrence, la datation s'est faite sur un os de faune, un os animal, malheureusement non identifié, peu importe, et qui nous fournit un résultat, encore une fois, une datation par radiocarbone, donc, qui nous fournit un résultat entre 2456 et 2202. Donc sur le graphique que vous avez ici, vous avez le cumul des deux datations que nous avons présentées, le puits présenté en premier et la structure de la diapositive précédente. Et vous voyez que ces deux dates se chevauchent parfaitement. Ce qui permet d'envisager que nous avons une occupation pour cette période qui est plus importante que la période précédente, qui se fait au moins avec deux structures qui sont bien calées, et peut-être avec d'autres structures, c'est celle que vous avez en bleu sur le plan. En rouge, vous avez deux structures datées, attestées d'une néolithique finale, et des soupçons, puisque nous avons du mobilier céramique, mais difficile à vraiment caler chronologiquement, et pas d'autres indices. Il n'empêche que ça permet d'envisager que l'occupation pour cette période, sans forcément être importante, chose que nous ne saurons jamais, est assez concrète. Un puits, deux puits, quelques fosses, quelque chose de réellement concret. Alors, la carte de contexte, la carte du contexte pour cette période, même exercice que pour le néolithique moyen, qu'est-ce que nous montrent les études actuelles, les études qui ont été synthétisées par Frédéric Trément ou par d'autres, elles nous montrent que pour cette période, contrairement à la période précédente, le plan d'eau est sans doute plus important. C'est peut-être à cette époque, effectivement, que le niveau monte progressivement. Encore une fois, ce sont des choses qui restent à préciser, ce sont des choses dont je n'aurais pas la prétention de maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Les indices de site, ils suivent quelque peu la logique précédente, c'est-à-dire une occupation qui semble se faire surtout sur les coteaux, les reliefs périphériques, mais on observe tout de même une fréquentation éventuellement funéraire aux abords du bassin nord, c'est-à-dire ici. C'est un diagnostic qui a été mené dans les années 2000 par Christine Joannet. Voilà, encore une fois, vous vous rendrez compte en regardant cette carte que les données disponibles aux abords immédiats ou au centre de la cuvette sont très peu nombreux, voire totalement absents. Et bien du coup, les découvertes de CSP, elles répondent à la même logique que pour le néolithique moyen, c'est-à-dire qu'elles constituent les découvertes les plus en avant dans le bassin pour cette période. Et encore une fois, des puits, des fosses, des structures qui sont incompatibles avec une tranche d'eau trop importante, ce que l'on peut imaginer par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'extension de la tranche d'eau, c'est qu'il y a sans doute des moments chronologiques, des phases souvent très courtes, où le niveau de l'eau est bas, l'occupation est possible, et à l'intervalle de quelques décennies, quelques centaines d'années, l'occupation n'est plus possible. Et en fait, vous avez un système d'occupation, une sorte de flux et de reflux. On va chercher à coloniser le maximum d'espace, mais il y a un moment quand c'est plus possible, on se met en retrait, et quand c'est possible, on revient. Voilà, ce sont des phénomènes qui sont possibles d'appréhender avec un nombre statistiquement suffisamment important de structures, de vestiges, et c'est quelque chose qui sera sans doute possible dans les années à venir, en fonction de l'avancée des recherches. Et pour finir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, grâce au Carporest notamment, ces structures, du moins le mobilier de ces structures, témoignent des pratiques agricoles de la fin du 3e millénaire. Donc en complément avec des études qui existent déjà, pour ce secteur ou pour d'autres, nous permettra effectivement de comprendre, de mieux comprendre plutôt, d'affiner des modèles sur ces pratiques agricoles de la fin du néolithique. À nouveau, nous allons faire un bond, encore un bond de 2000 ans, et nous arrivons à la période gauloise, la période que nous avons vue tout à l'heure sur les cartes du diagnostic, sur les cartes, le plan muet de la fouille. Une évocation ici qui a été réalisée par Gabriel Pissonde, une évocation de ce à quoi pourrait ressembler la plaine de Sarliève, la zone de fouille, au cours de la période gauloise, et plus précisément à la période du 3e siècle, 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors j'utilise le terme évocation puisque vous allez retrouver ici des éléments qui sont présents sur la fouille, des éléments qui ne le sont pas. L'important, je crois, n'est pas là. Cette illustration, elle est magnifique parce qu'elle permet de comprendre que à cette période, au cours de la période gauloise, la plaine est mise en forme. Voilà, je ne sais pas si le mot est juste, mais on va chercher effectivement, non pas forcément à occuper tout l'espace,
mais vraiment à maîtriser son environnement à des fins tout simplement économiques, à des fins principalement agricoles, en mettant en place des réseaux de fossés, des réseaux normés, parcellaires, des réseaux de drainage, pour pouvoir exploiter la plaine, notamment d'un point de vue agropastoral. Alors, on va fonctionner à rebours à partir de cette période gauloise, ce qu'on appelle le secondage du fer, en précisant le contexte, en précisant les recherches actuelles et en voyant comment les fouilles de Cournon CSP s'intègrent dans ce modèle. Ce qu'on voit, ce qu'on sent, c'est que pour cette période, le milieu est encore humide, la cuvette est humide, non pas en eau, non pas un lac, mais voilà, quelque chose qui est plus proche du marais ou des prairies humides. En tout cas, c'est ce que les études paléo-environnementales laissent à penser. Un paradoxe, puisque ce milieu humide, visiblement, il est drainé de manière systématique depuis au moins le 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il faut imaginer qu'à toute époque, on a cherché à drainer ce milieu pour faire baisser le niveau de la nappe, pour pouvoir gagner des terres, et des terres fertiles en l'occurrence. Mais à partir de la période gauloise, cette logique de drainage, elle prend une ampleur différente. On pourrait utiliser le mot industriel, mais on sent vraiment qu'il y a une logique fédératrice derrière cette idée de mieux gérer l'espace, de mieux gérer la plaine. Les indices de site, ils sont très nombreux. Ils sont très très nombreux. Ce qu'on observe, c'est une forte densification de l'habitat. On pense notamment à Gergovie, tout simplement, voilà, pour recentrer la fouille. L'occupation se fait partout, hein, elle se fait sur les bassins, sur les versants, sur les plateaux, notamment à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et finalement, cette idée-là, cette densification de l'habitat, elle correspond également, comme on l'a dit tout à l'heure, à une intensification de l'exploitation de la plaine, ce qui a été observé dans toute la Limagne. Voilà. Encore une fois, ce sont des périodes de changement, des périodes de changement socio-économique qui est assez importante. Cette idée-là, à mon sens, exprimée de manière un peu schématique, mais peu importe, cette idée-là, à mon sens, on la retrouve très bien sur la fouille. Pourquoi ? Ce qu'on observe, c'est qu'à partir du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, on a la mise en place d'un réseau de fossés. Donc vous voyez, ce sont les fossés en rouge. Donc ici, vous avez une carte en fait qui est très proche de la carte que je vous ai montrée au début, mais qui fait fi de toutes les structures modernes et qui présente les structures gauloises pour retrouver l'enclos et une petite concentration de vestiges. Donc on a la mise en place d'un réseau de fossés, vous voyez ici, sur les photos aériennes qui ressortent assez bien au moment du décapage. Ce réseau de fossés, ces kilomètres de fossés, fonctionnent également avec ce que nous avons envisagé comme étant, comme on l'a dit tout à l'heure, un axe viaire, un chemin éventuellement, que vous avez sur cette photo ici, et éventuellement une circulation qui se fait entre ces deux fossés bordiers. Alors ça reste une hypothèse, qu'il faudra travailler. Ce qu'on peut noter pour cet ensemble de structures, puisque c'est plus complexe que ça en a l'air sur les photos, il y a plus de 2 fossés, c'est un système de fossés qui se reprend au fur et à mesure du temps, mais on l'observe selon des dispositions très similaires sur le diagnostic qui a été fait à côté, un diagnostic qui a été à nouveau fait par Gérard Vernet au début des années 2010, et on l'observe également sur le tracé de la 75, un diagnostic qui a eu lieu très récemment, à plus d'1,5 km. Donc on pourrait éventuellement avoir un système qui barre littéralement la plaine, et dont la nature exacte, encore une fois, reste à comprendre, mais qui est réellement intriguant puisque c'est quelque chose qui est peu courant. L'axe viaire, à nouveau des puits qu'on va détailler, qui répondent à des logiques qui sont très similaires aux périodes précédentes. Hein. Peu importe l'occupation, la chronologie de l'occupation, la logique est souvent la même sur la fouille de Cournon CSP. Des puits qui sont associés aux fossés, qui peuvent être éventuellement le point de démarrage de certains fossés, voilà encore quelque chose à travailler. Et des habitats à l'est, au nord-est plus précisément, qui sont assez difficiles à préciser et qui se développent en dehors de la fouille, sur laquelle nous n'insisterons pas. Juste une illustration de ces fossés, du moins d'un des fossés bordiers qui pourrait correspondre à notre axe viaire, le fossé 249, vous voyez, qui est daté du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui est ici, là. Vous avez partiellement en eau, mais qui est, je trouve, assez magnifique, surtout qu'il se détache bien dans l'encaissant qui correspond aux argiles lacustres. Et ce relevé, il est intéressant à plusieurs titres.
puisque je vous ai indiqué en rouge les datations envisagées des fossés, et comme vous pouvez le voir, la plupart des fossés ne sont pas datés. Puisque le problème de ces fossés, de ce réseau fossoyé qui correspond sans doute à des logiques de parcellaire, à des logiques de drainage, exactement comme on peut le trouver aujourd'hui, hein, l'idée est universelle, ces fossés-là, ils livrent peu de mobilier, très peu de mobilier, puisque nous sommes assez éloignés, schématiquement assez éloignés des habitations. Il y a peu de raisons qu'on retrouve des mobiliers en quantité suffisante pour qu'on puisse les dater et les caractériser, et d'autant que ces fossés, au fur et à mesure du temps, parfois sur un temps très long, se reprennent. La plupart des fossés sont créés à l'époque gauloise, fonctionnent encore à l'époque antique et sont repris jusqu'à des dates très avancées de l'Antiquité. D'autant plus que ces fossés ne sont pas fouillés à 100%, impossible de fouiller des kilomètres et des kilomètres de fossés, que ce soit à la pelle ou à la main en totalité. Donc ce que nous cherchons, ce sont des endroits stratégiques, ce sont les intersections, comprendre quel fossé recoupe quoi, quel fossé est plus ancien, et fouiller des portions suffisantes. Mais voilà, c'est un exercice, fouiller ce genre de structure, que je trouve particulièrement délicat. Donc peu de mobilier, des datations et des mutations qui sont difficiles à comprendre, puisque voilà, des vestiges inscrits dans la durée, des fonctions qui sont multiples, ce qui change pas mal de choses au niveau de l'approche et de la méthodologie. Les puits, alors vous allez avoir l'impression qu'on retrouve les puits de tout à l'heure. Celui-ci, le puits 745, est daté de ce qu'on appelle l'Athènes C, c'est-à-dire du IIe siècle avant Jésus-Christ. Sur le relevé, la structure n'est pas complète, vous avez juste la partie supérieure du puits, puisqu'il fait plus de 3 mètres de profondeur, si ma mémoire est bonne. Il a été assez complexe à traiter. Un ouvrage qui est réellement massif, qui fait plusieurs mètres de diamètre, comme on l'a dit, qui fait 3 mètres de profondeur, qui a un comblement qui est excessivement complexe, mais qui livre une quantité de mobilier assez intéressante, assez importante même. Et à nouveau, le même exercice, la datation d'une graine carbonisée, qui là, pour le coup, nous fournit un résultat, un spectre chronologique très large, et donc qui est difficile à exploiter. Cette datation seule ne nous permettrait pas de dire que la structure est effectivement de cette période de l'Athènes C, qui recouvre un nombre d'années assez restreint, quelques décennies au plus. Encore, à nouveau, même des carporestes, des restes organiques, une problématique qui est très similaire à ce qu'on a vu pour le puits de 269, le puits du néolithique final, des vestiges carbonisés qui présentent une diversité assez intéressante. Voilà, on a tout un ensemble de plantes, de céréales, des blés vêtus, de l'orge, encore une fois dans un état de conservation exceptionnel, et là, plus encore que pour les carporestes précédents, beaucoup d'éléments fragiles, donc qui se conservent rarement. Là, il faut imaginer qu'effectivement, on est dans une ambiance humide, c'est-à-dire que le puits a fonctionné, le puits a été comblé, on a rejeté ces carporestes, mais entre la période gauloise et aujourd'hui, il y a 2000 ans de battement de nappe phréatique. En l'occurrence, nous avons trouvé la nappe à 1 mètre en creusant, la nappe est toujours là, donc l'humidité permet vraiment de conserver ces restes. Et c'est l'une des caractéristiques de ces milieux humides, c'est qu'on va systématiquement chercher à voir si ces restes, ces pollens, ces graines sont conservés. Là, on a de la chance, c'est le cas. Donc ces éléments fragiles, voilà, ce sont des vannes, ce sont des tiges de céréales, encore une fois, qui montrent que la plaine, ou du moins les abords de la cuvette, sont exploités. Ce sont pour partie des champs. Les récoltes se font à proximité, et la structure en cours d'abandon ou abandonnée sert de réceptacle à tous ces vestiges qui ne servent à rien et qui nous apportent des informations fondamentales. La datation de la structure, la datation d'ailleurs de la plupart des structures à partir de cette période, elle se fait à partir d'un mobilier céramique quand il est présent en quantité suffisante pour pouvoir être exploitable. C'est le cas pour la structure 745, pour notre puits de l'Athènes C, puisque nous avons mis au jour environ 500 fragments qui appartiennent à une cinquantaine de récipients. Vous voyez, par rapport aux 72 tessons du néolithique final, on change d'échelle. L'intérêt de cet ensemble de céramique, j'ai figuré ici une planche de synthèse du mobilier provenant uniquement du puits. L'intérêt de cet ensemble, il est double, puisqu'il permet à la fois de proposer une datation, comme on l'a dit tout à l'heure, et il replace ce mobilier dans l'évolution de la céramique gauloise, qui est bien connue en Auvergne avec toutes les découvertes, notamment les découvertes archéologiques.
Donc voilà, on arrive dans un milieu qui est suffisamment bien maîtrisé pour comprendre si nos céramiques rentrent dans le modèle de cette évolution telle qu'on l'envisage, ou alors sort du modèle, et à ce compte-là, effectivement, on rentre dans des réflexions qui sont différentes. Comme on le disait tout à l'heure, cette céramique, elle semble indiquer que nous avons un habitat à proximité, puisque ces céramiques, ce sont des céramiques de stockage de denrées alimentaires, des céramiques de préparation, de cuisson, voilà, qui font état du quotidien, donc logiquement qui témoignent d'habitats qui n'ont pas laissé de traces ou qui ont laissé peu de traces. Ce sont peut-être effectivement tous les vestiges que nous avons à l'est, qui sont pour partie mal datés, ou qui sont sans doute hors de l'emprise de la fouille. Alors, d'autres puits, on va juste présenter un autre puits, hein. Il y en a une dizaine pour cette période gauloise. Celui-ci, il est intéressant à plus d'un titre, je trouve, puisque comme vous pouvez ne pas le voir, il est maçonné. Toute cette partie-là est aménagée avec des petits blocs de calcaire, et il faut imaginer que ce type de structure, ce type de puits, avait une superstructure maçonnée, aménagée, exactement qu'on peut le retrouver sur un puits aujourd'hui. Sauf que la partie supérieure a été arrachée, elle a disparu, et il nous reste effectivement ces témoins pour comprendre qu'on a différentes typologies, différents aménagements qui répondent à différentes logiques. Et pour l'anecdote, ce puits-là, plus encore que le puits précédent, est pour une structure beaucoup plus petite, et pour la partie inférieure, intégralement, et j'insiste sur le mot intégralement, comblé de matériaux organiques. Donc près de 120 litres de prélèvement, effectivement, qui fournissent des données qui sont très similaires aux données qu'on a vues précédemment. Et là, à nouveau, une datation qui ne répond pas forcément à un exercice une volonté plutôt d'avoir une datation fine, mais qui cherche à développer d'autres problématiques sur lesquelles j'insisterai pas, mais qui fournit un spectre assez large, exactement comme le précédent, qui nous situe entre la période gauloise et la période romaine, donc qui n'est pas exploitable, mais voilà, il ne faut pas insulter l'avenir, ces matériaux-là seront sans doute exploitables plus tard. Et comme on le disait, voilà, qui répondent à des logiques qui sont très similaires. Une autre structure de la même période, une structure assez énigmatique, comme vous pouvez le voir ici, en cours de décapage, une structure quadrangulaire qui fait environ 7 mètres de côté, mise à jour à proximité de grands fossés. Vous avez une vue de détail ici en cours de fouille, avec un fossé gaulois qui passe devant. Une structure à raser, puisque les fossés font moins de 30 cm de profondeur, voilà, c'est tout ce que nous avons. Pas de niveau de sol conservé, c'est-à-dire des niveaux associés contemporains du fonctionnement des fossés, et qui nous permettraient d'avoir des éléments de datation, des éléments de compréhension sur sa fonction. Et aucun vestige associé, des fosses, des trous de poteaux, que sais-je, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure. Donc une fonction qu'il est difficile de déterminer comme ça, de but en blanc, et une période d'utilisation qui pose également des problèmes, puisque le matériel que nous avons retrouvé en fouillant les fossés date autant de la période gauloise que de la période antique. Nous allons revenir dessus. Ce qu'on constate tout de même, c'est que nous avons ici, dans la branche nord, des rejets d'ossements brûlés, qui pour certains sont des éléments de faune, mais qui pour d'autres sont des os humains, associés avec des petits éléments métalliques qui feraient penser éventuellement à un geste funéraire. Voilà, ce sont des choses qui restent à préciser puisque l'étude de la structure et du mobilier est en cours. Et dans la branche est, ici, le dépôt d'un animal, a priori un équidé, dans un état de conservation excessivement médiocre. Il est ici. Il faut imaginer que cet animal, de la même manière que les autres structures quelles qu'elles soient, a subi 2 millions de battements de nappe phréatique et est extrêmement dégradé. D'autant qu'il lui manque les parties inférieures, les pattes, et il lui manque la tête. Mais a priori, ce qui correspond plutôt à un geste. Voilà. L'étude archéozoologique, l'étude de la faune est en cours sur cet élément. Alors nous avons cherché à le dater, puisqu'il n'y a pas de mobilier associé, et la datation de ce genre de contexte est très importante. On pense notamment, dans l'optique d'un équidé, à ce qu'a fait Sylvain Foucras, enfin aux travaux de Sylvain Foucras, notamment la conférence Écho d'Archéo qui a été réalisée sur le sujet. Nous avons voulu le dater. Par manque de collagène, la datation au radiocarbone est impossible. Donc il flottera effectivement dans une chronologie qu'on essaye de recaler par rapport aux autres éléments. Les os brûlés posent moins de problèmes pour la datation, du fait qu'ils soient brûlés justement,
Et là, une datation un peu large, mais qu'il est quand même possible d'exploiter, puisque ces eaux brûlées, a priori, ils datent entre 162 et avant Jésus-Christ et 17 après Jésus-Christ. Donc entre le 2e siècle avant Jésus-Christ, entre la période gauloise et le début de l'époque romaine. Là, c'est à nouveau le mobilier céramique qui fournit un spectre large lui aussi entre le 2e et le 1er, permet, en lien avec ces eaux brûlées, d'envisager une certaine continuité d'occupation, de fonctionnement de ces structures, comme on le disait tout à l'heure, entre le second âge du fer et l'Antiquité. Voilà, ce sont des choses qui restent à préciser. À ce moment-là, il est nécessaire d'aller chercher des comparaisons pour voir effectivement à quoi nous avons affaire, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue chronologique. On a 2 exemples, à mon sens, qui sont pertinents, 2 exemples récents, fouillés récemment, j'entends. C'est l'enclos de ces basaches en roche qui a été fouillé par RV de Louvre, DVA, en 2015, si ma mémoire est bonne, où sur cette fouille a été mis au jour un enclos, vous voyez, qui ressemble un petit peu à celui qu'on a, avec des contextes funéraires et avec des dépôts, mais cette fois des dépôts de chiens, pour une chronologie qui est assez similaire. Une autre fouille, alors le jeu de la comparaison est difficile, on ne trouvera jamais quelque chose qui ressemble exactement à ce qu'on a, et peu importe, l'objectif n'est pas là. C'est d'essayer de trouver des indices, encore une fois, qui sont pertinents d'un point de vue de la chronologie, qui sont pertinents d'un point de vue de la morphologie, peu importe, mais qui, cumulés, vont nous permettre effectivement de raccrocher les wagons. Donc la fouille de cet enclos de Malin-Trachania, une fouille de Vincent Guichard au milieu des années 90, a permis de mettre au jour cet enclos, un enclos assez important, mais qui lui aussi présente un contexte funéraire très différent, mais ça nous montre que ce genre de structure, effectivement, peut recouvrir différentes fonctions. Voilà, ce sont les éléments qu'on exploitera pour pouvoir préciser les choses. Au cours du 1er siècle, on était plutôt centré jusque-là sur le 2e siècle, sur le début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on constate, du moins le sentiment qu'on a, c'est qu'au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a une phase de déprise. Alors le mot est compliqué, je le trouve compliqué ce mot déprise, mais ce qu'on constate, c'est que le site, l'environnement n'est pas abandonné, les gens sont toujours là, mais on a très très peu de mobilier, on a très très peu de structures datées de ces périodes, et ce qui nous fait dire qu'il y a une forme de retrait. Voilà, cet espace est moins occupé, peu occupé, selon des modalités qui restent à préciser, mais qui sont observées ailleurs en Limagne. Donc c'est un phénomène qui est très large. Donc c'est quelque chose qui sera précisé, je pense. En tout cas, l'axe Vière, si tant est que c'en soit un, semble abandonné. C'est quelque chose qui est assez net. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur cette période, juste vous montrer à nouveau des fossés, une photo que je trouve jolie puisque les fossés sont creusés dans le téphra, dans les niveaux volcaniques. Là, on est au centre de la fouille. Des fossés, au moins celui-ci de 147 qui correspond à un des anciens fossés bordiers de l'éventuel axe Vière, et qui, comme vous pouvez le voir, effectivement, est repris au 1er siècle, selon les mêmes modalités, selon le même axe, et avec des ensembles de fossés qui sont non datés. Donc un document qui illustre bien la difficulté à pouvoir dire ce réseau de fossés date de telle période, ce réseau de fossés date de telle période. Non, les fossés sont utilisés sur un temps long, et les reprises laissent paradoxalement très peu de traces. Voilà, c'est quelque chose que vous retrouvez de manière quasiment universelle. On va passer rapidement sur ce 1er siècle avant Jésus-Christ pour arriver au Haut Empire, c'est-à-dire à la fin de l'époque gauloise et au début de l'Antiquité, la période gallo-romaine, voilà, après la conquête, avec à nouveau une carte de contexte qui, comme vous pouvez le constater, présente beaucoup plus d'informations, livre beaucoup plus d'informations, vous avez beaucoup plus de sites, notamment pour des raisons qu'on a évoquées précédemment. En ce qui concerne le milieu, ce qui est assez intéressant, c'est que le milieu semble complètement asséché ou quasi asséché. On le soupçonne, on le voit, parce que les fouilles, les diagnostics, notamment l'opération de la Grande Halle, de Jarrat-Vernet, montrent qu'on a des espaces occupés qui n'étaient pas avant, notamment le centre de la cuvette, le centre du bassin nord, ici, est occupé.
Il est occupé par des contextes funéraires, il est occupé par des systèmes parcellaires, voilà. Donc, à un moment, cet espace-là est accessible et exploité. Et ce qui est finalement assez amusant, je trouve, c'est qu'il est accessible parce que les populations de cette période continuent à drainent de manière massive, mais je pense qu'elles bénéficient également de tout ce qui a été produit antérieurement, ce qui a été produit par les Gaulois, où finalement plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années de logique de gestion d'exploitation de cet espace mènent pour le Haut-Empire à cette situation où une large partie de la cuvette de Sarliève est exploitable. Il est logique d'imaginer quand même une persistance des prairies humides. C'est pas aberrant, c'est ce que vous avez encore aujourd'hui. Si vous vous baladez dans la cuvette de Sarliève, le milieu reste humide, mais il est exploité. C'est des choses qui ne sont pas contradictoires. Les indices de site, donc ils sont nombreux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la mise en valeur de l'ensemble du bassin, de la cuvette. Une extension du domaine funéraire, ici notamment avec un flot de données assez conséquent, une densification de l'habitat, un parcellaire borné, c'est-à-dire des bornes installées le long de certains fossés ou le long d'intersections et qui montrent des limites de parcelles, comme on peut le retrouver aujourd'hui, et qui a priori correspondraient à un héritage de la période précédente. A priori, dès la fin de l'époque gauloise et à l'époque romaine, ce système de bornage est mis en place. Vous avez également, pour cette période du Haut-Empire, des voies romaines. Une qui est attestée, la voie qui va de Lyon à Saintes en passant par Clermont-Ferrand. Et une voie, a priori, qui va de Clermont-Ferrand et qui descend au niveau de la Méditerranée. Donc vous voyez bien qu'effectivement, même si on est dans des logiques d'occupation qui sont très similaires aux périodes précédentes, ce qui change, c'est l'ampleur. Voilà. D'époque en époque, la logique est la même, c'est la pression de l'habitat, les moyens technologiques font qu'on a systématiquement une ampleur qui est différente. On passe, entre guillemets, au niveau un petit peu supérieur. La carte que vous avez là, alors elle est la même que la carte que je vous ai présentée pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque d'un point de vue méthodologique, dans le cadre du rapport, on a choisi de ne pas les distinguer, ou du moins pour le moment. Donc cette carte-là est très similaire. Ce qu'on observe, c'est éventuellement une extension de l'habitat, toujours dans les mêmes zones. Les habitats gaulois les habitats romains, s'installent sur l'emplacement des habitats gaulois. Il y a une logique d'occupation qui est parfaitement connue et qui est maîtrisée par l'archéologie. On a également la certitude que le calcaire affleurant, le calcaire qui est affleurant dans toute cette partie-là, le calcaire qui correspond à la formation de ces secteurs-là il y a plusieurs dizaines de millions d'années, ce calcaire-là, il est exploité. Puisque nous avons retrouvé des fronts de taille, le calcaire est affleurant, on a suivi les bancs, on a suivi effectivement toute la logique d'exploitation de ces petites dallettes, et nous avons retrouvé sur le terrain des draps maçonnés. Donc encore une fois, on est dans la logique de drainage, ça ne change pas, sauf que contrairement aux époques précédentes, on met en place ces petits systèmes de canalisation faits avec des moellons de calcaire. Ce sont schématiquement ce que vous avez en noir, vous voyez, qui forme un réseau normé. Donc plusieurs centaines de mètres de draps maçonnés, dont on se demande si tout simplement ils ne sont pas issus de l'extraction de la carrière. Voilà, ça paraît logique. Alors ça paraît logique, mais ça reste à prouver, puisque pour l'époque gauloise, on a exactement la même chose, dans les puits que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation du calcaire, reste à prouver si c'est le calcaire qui vient du terrain. Là, ça paraît quand même somme toute logique. Et donc, pour continuer sur cette gestion de l'eau, à nouveau, exactement comme avant, des puits, les fossés, les mêmes fossés, avec quelques axes majeurs en plus. Et pour la période, des contextes funéraires qu'on précisera. Rapidement, une illustration pour montrer à quoi ressemblent ces puits, ou ces systèmes de canalisation, avec des systèmes de bassin, des systèmes de décantation, qui sont des choses excessivement classiques pour la période. Et également du mobilier, qui n'est pas forcément présent en quantité, mais qui est quand même suffisamment caractéristique, structure par structure, pour nous permettre de proposer un schéma d'occupation pour cette période du Haut-Empire. Quelques monnaies ici pour illustrer une idée
assez prégnante sur le site. Des monnaies, vous en avez vu dans les diapositives précédentes, on en a trouvé pour l'époque gauloise, mais on observe petit à petit des mobiliers différents, du mobilier métallique, des monnaies, du verre, etc., voilà, qui nous permettent de suivre un petit peu l'évolution de la société. Et le paradoxe, c'est que ce mobilier, qui est fondamental dans nos disciplines, on l'a surtout trouvé hors contexte. Tout le mobilier-là, il est présent dans des zones d'épandage, il est présent dans des zones qui sont brassées par le lac, par des milliers d'années de battements de nappe, mais qui nous permettent quand même d'envisager une ambiance et de reconstituer un pan de la société. Un autre objet qu'on peut qualifier, je pense, d'exceptionnel, c'est ce qu'on appelle une borne routière, une borne milliaire, qui a été trouvée à l'intersection de deux fossés, donc deux fossés gaulois, repris à l'époque romaine, et qui a été trouvée en position secondaire. C'est-à-dire qu'elle a été trouvée, non pas forcément, c'est une supposition, mais non pas forcément dans son contexte d'origine, mais elle a été réemployée dans une logique différente de sa première utilisation. Cette borne routière, elle a été étudiée par Marion Dacot, elle est en cours d'étude, pardon. Donc elle a été découverte, comme je le disais, au sommet d'un fossé, à l'intersection de deux fossés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'intersection de ces deux fossés, j'ai dit que les fossés étaient romains, les fossés auparavant étaient gaulois, on a retrouvé des objets à proximité, pour le coup gaulois, mais qui correspondent à une même logique. Vous allez voir pourquoi. Cet objet, donc, c'est un demi-fût de colonne cylindrique sans base, un diamètre d'environ 48 cm, une hauteur de 34 cm, vous voyez, quelque chose d'assez massif, qui a été travaillé dans de l'arcose grise d'assez bonne qualité. Et vous retrouvez deux documents ici qui retravaillent la photo précédente en essayant de mettre en relief certains éléments. Vous avez une quinzaine de lettres, en latin donc, d'environ 8 cm, disposées sur 5 lignes qui sont irrégulièrement espacées. Le problème de ces lettres, c'est qu'elles sont assez difficiles à lire, le déchiffrement est ardu, notamment parce qu'il y a une usure assez prononcée de cette borne routière, en partie centrale surtout, et les lettres semblent se chevaucher, ce qui aurait tendance à montrer qu'en fait on a deux textes qui sont superposés. Voilà, donc comme je le disais, sans doute le réemploi d'une borne routière gallo-romaine, et si vous vous rappelez la diapositive de tout à l'heure sur le contexte de la cuvette, on a la voie d'Agrippa distante de moins de 2 km et qui fait l'objet d'opérations de bornage dès le règne de l'empereur Claude, c'est-à-dire au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc la somme de ces éléments nous fait dire que potentiellement on a une borne issue d'un contexte primaire qui est celui d'une voie romaine, qui dans un deuxième temps, pour une raison ou une autre, a été enlevé de son support initial et qui a ensuite été réutilisé sur l'emplacement de la fouille de Cournon. On pensera aux bornes, au système de parcellaire borné dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les fouilles de Jarret-Vernet. Je parle sous réserve d'une étude en cours, on pourra une logique assez similaire. Voilà. Mais pour revenir sur l'emplacement de cet objet, d'autres objets romains, d'autres objets gaulois nous font dire que cette intersection a peut-être une logique spécifique, c'est-à-dire qu'elle indique des limites parcellaires, des limites de propriété, ou en tout cas elle s'inscrit dans un espace qui ne doit rien au hasard. Nous allons préciser maintenant les contextes funéraires. Alors les contextes funéraires gaulois et les contextes funéraires romains, on va tout présenter d'un seul bloc, ça me semble plus cohérent. Vous avez en bleu les vestiges qui sont gaulois. Donc ce sont 3 inhumations qui datent, d'un point de vue un peu large, du 4e siècle, oui, au 2e siècle avant Jésus-Christ. 4 épandages, d'épandages de résidus de crémation que l'on retrouve dans des fossés, qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Un épandage dans l'enclos, c'est celui dont nous avons parlé tout à l'heure, nous n'allons pas y revenir, et qui était daté de la même période. Une incinération en urne, dont nous ne pourrons malheureusement rien faire vu son contexte de découverte, et 2 fosses bûchers gallo-romaines, en l'occurrence du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Alors vous avez une illustration ici de ce que peut donner ces épandages dans les fossés, pour la période gauloise, où vous avez effectivement le rejet de l'ensemble des données associées à la crémation, c'est-à-dire les charbons de bois qui sont liés éventuellement au combustible, les fragments d'os, bien évidemment, humains, animaux, le mobilier. Voilà, vous avez vraiment un rejet
qui est lié à tout ce processus de crémation. On va passer rapidement sur les sépultures, puisqu'elles apportent peu d'informations parce qu'elles sont dans un état de dégradation très avancé. 3 sépultures avec une variabilité dans les orientations, les dépôts, les gestes funéraires. Vous avez une inhumation qui est déposée sur le ventre, d'autres sur le dos. Voilà, donc il est difficile de proposer un modèle cohérent, ou du moins homogène, d'autant plus qu'une seule de ces structures livre de la céramique, donc du mobilier de l'Athènes D1, c'est-à-dire la fin du deuxième avant et du premier après, du premier avant, excusez-moi, et un C14 sur cette sépulture qui livre un spectre chronologique très large, mais qui pourrait correspondre sans doute à la même période que les autres contextes. Les épandages, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des rejets de crémation dans les fossés, donc qui correspondent à un geste précis. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on a ressenti à un moment le besoin de rejeter ces crémations dans des fossés. Est-ce que ça correspond à une logique particulière? C'est des choses qui sont en cours d'étude, qui sont connues pour d'autres régions, pour d'autres périodes, mais qui le sont finalement assez peu pour la période gauloise. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, je trouve, de ce côté-là. Mais voilà, il s'agira de comprendre à quoi correspond ce geste particulier de placer ces défunts dans des fossés, dans les niveaux d'ouverture des fossés. Ils sont déposés en partie sommitale de ces structures-là. Le problème de ces structures, c'est qu'on a un mélange très important entre les os humains et la faune, et la crémation est telle, la fragmentation est telle, qu'il est excessivement difficile de distinguer ce qui est humain de ce qui est animal. C'est un enjeu important, effectivement, puisqu'il s'agira de reconstituer le geste, c'est-à-dire de comprendre comment le dépôt s'est fait, mais comment la crémation s'est fait. Donc on fonctionne à rebours, donc il s'agira de savoir effectivement, éventuellement, quels animaux ont été placés sur le bûcher en offrande, s'il y avait un individu, plusieurs. On a également le mobilier qui nous permet de voir quel élément on a associé au défunt, au singulier, au pluriel. Donc voilà, ces éléments rapidement, du métal, du verre, de la céramique, des amphores. Vous avez ici le mobilier céramique, pardon, qui vient spécifiquement de ce contexte-là, qui est le mieux conservé et qui a été fouillé à 100%. Voilà, donc un volet funéraire pour cette période qui sera très important dans le cadre du rapport, d'autant que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une pratique qui est très peu documentée, non pas qu'il n'existe pas, mais qui est très peu documentée pour la période. Le mobilier, c'est du mobilier qui n'est pas spécifique, mais dont l'assemblage, c'est-à-dire le choix des céramiques, est lui spécifique et correspond à un geste en l'occurrence funéraire. Et c'est quelque chose qui est assez maîtrisé en termes de comparaison, puisqu'on va retrouver le même type de mobilier à Cébazat, dont nous avons parlé tout à l'heure, ou sur d'autres fouilles récentes, comme à Pulverrières, site qui a été étudié par Yann Deberge et Frédéric Blaiseau. Pour l'époque romaine, nous avons deux fosses bûchers. Alors, la fosse bûcher, c'est la structure dans laquelle la crémation a eu lieu. L'intégralité du geste, de la cérémonie funéraire jusqu'à l'enfouissement, c'est fait au même endroit. C'est la structure que vous avez ici. Donc une structure qui fait 1,70 m de large et plus pardon, 1,70 m de long, 1 mètre de large, quelque chose d'assez massif et qui est impressionnant parce que elle livre tous les résidus de la cérémonie. Donc les charbons, le mobilier, vous avez une sorte de réservoir effectivement d'informations qui vous permet, encore une fois à rebours, de reconstituer la façon dont les choses se sont passées. Ces structures primaires de combustion, elles sont associées à une petite fosse à côté, dans laquelle du mobilier était rejeté et qui correspond lui aussi à la cérémonie. Un volume assez impressionnant de fragments d'os, humains pour le coup, là la distinction est plus facile, puisque pour chaque structure, pour ces deux structures, vous avez 18 000 fragments. Tout petits fragments, mais vous avez 18 000 fragments pour environ 1,5 kg de matériel osseux. Donc les anthropologues qui étudient ces structures, à partir de ces données-là, et d'autres bien évidemment, je simplifie volontairement, à partir de ces données-là, proposent un modèle, le modèle suivant, c'est que ces structures-là, elles correspondent à un seul événement, c'est-à-dire que vous avez un défunt, une cérémonie, un événement, la structure est abandonnée, et vous avez un seul individu de taille adulte, un adulte, par fosse bûcher. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est parfaitement maîtrisé, que ce soit dans le secteur de Cournon, en Auvergne, en France. Documentation est assez bien maîtrisée.
Donc là, le jeu, effectivement, c'est de comparer par rapport à ce qu'on a et de voir effectivement si nous avons des points de convergence, des choses pertinentes, etc., etc. Concernant le mobilier, rapidement, outre les monnaies, vous avez ici, et qui sont dans un état de dégradation très avancé du fait du feu, ici c'est un élément de comparaison, ça ne provient pas de la fouille de Cournon, du bois, des céramiques, donc qui nous permettent de proposer une chronologie, de la faune, du métal, des monnaies, du verre, et ce qu'on appelle, j'insiste un peu dessus, des MOC, c'est-à-dire de la matière organique carbonisée, c'est-à-dire des résidus de préparation alimentaire, sans doute des pains ou des galettes, donc qui ont été associés à la cérémonie funéraire. Il faut imaginer un bûcher, hein, comme on peut l'entendre encore aujourd'hui, avec le défunt posé dessus, selon des modalités qui restent à préciser, du mobilier associé, des céramiques, le métal, etc., et ces préparations alimentaires, pain, galettes, je ne sais quoi, qui ont été complètement carbonisées avec le reste, qui se sont retrouvées dans la structure, et grâce à la fouille minutieuse que nous avons retrouvée. Donc ce sont des choses qui sont connues, pas très courantes, mais qui sont connues, et qui sont étudiées actuellement, en laboratoire et qui nous permettront de comprendre comment ces préparations ont été faites, voilà, quelles céréales ont été utilisées, quelle cuisson, voilà, qui nous apporteront des informations sur des éléments qui sont finalement peu courants, je trouve, à mon niveau de simple archéologue. Voilà, c'était pour la période romaine. On va faire un bond moins important cette fois, mais on fait quand même 1000 ans en avant et on arrive au Moyen-Âge. En plein Moyen-Âge, la caractéristique principale pour cette période, c'est que le lac est en eau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est documenté. Après le IVe siècle, après Jésus-Christ, le lac est réactivé, la tranche d'eau monte, et vous avez un lac comme on peut l'entendre aujourd'hui. Alors, on ne va pas revenir sur le pourquoi du comment. Le fait est que ce sont des facteurs à la fois humains et naturels qui expliquent cette élévation du niveau. La dépression, elle fonctionne comme un véritable lac, bien documenté d'ailleurs, jusqu'à son assèchement au XVIIe siècle. La logique d'occupation, d'exploitation du milieu, elle change, puisque la problématique, elle tourne autour d'un lac et de ses abords. Donc on va développer des activités de pêche, des roselières, c'est-à-dire des exploitations des végétaux qui sont présents dans ce type de milieu. Vous allez retrouver des zones de pacage ou des zones de culture aux abords. Mais voilà, le fait est que l'habitat s'éloigne de cette cuvette puisqu'il est impropre à une occupation stricto sensu. Ce qui est intéressant pour cette période, c'est que vous avez des sources documentaires, beaucoup de sources documentaires, on ne va pas toutes les citer ici, mais voilà, vous avez le cartulaire de Sauxilange, ou le fond du monastère des Prémontés de Saint-André, ou le fond du chapitre de la Sainte-Chapelle à Riom. Ces sources, elles nous montrent que vous avez plusieurs milieux qui sont exploités, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous avez une illustration ici de ce que peut donner éventuellement la cuvette de Sarliève et notre zone de fouille pour la période du Moyen-Âge. Voilà, vous avez plusieurs milieux exploités. Alors j'ai figuré ici de manière quelque peu schématique le lac, même si évidemment il n'avait pas cette morphologie ou cette dimension, et le fait que vous avez les communes actuelles autour du lac, dont on peut imaginer que les limites administratives n'ont pas ou peu évolué depuis le Moyen-Âge, mais ce que vous voyez bien, c'est que vous avez forcément une zone qui a un intérêt pour de nombreuses communautés. Des communautés villageoises, qui vont chercher effectivement à exploiter ce milieu, des seigneurs, que ce soit des seigneurs laïcs, des seigneurs ecclésiastiques, et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir ce qu'on appelle une imbrication des droits, c'est-à-dire que vous allez avoir une gestion de cet espace qui va être de plus en plus complexe, qui va parfois poser des problèmes de voisinage, des problèmes de droit, des problèmes juridiques, et paradoxalement, ce sont les problèmes juridiques qui laissent le plus de traces dans les archives. Donc ce sont des choses que les historiens, les médiévistes maîtrisent très bien. On va vraiment à une somme de données qui vont nous permettre de comprendre que telle abbaye fait un don à un tel sur cette parcelle, que tel seigneur s'installe à tel endroit et spolie le droit d'un tel, donc qui rentre en procès, et qui indirectement vont nous renseigner sur comment fonctionne cet espace. Parce que même si la volonté première n'est pas d'expliquer comment les choses s'organisent, indirectement, c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est des interactions sociales de plus en plus compliquées, qui ont sans doute toujours existé, mais qui n'ont pas laissé de traces autres. Là, on a les textes. Ce sont ces interactions de plus en plus compliquées qui vont nous permettre d'avoir énormément de données.
Euh, Au niveau géomorphologie, l'application concrète de cette élévation de la tranche d'eau sur la fouille de Cournon CSP, eh bien, elle est assez originale puisque ce qu'on va observer, notamment en partie nord-est, c'est un niveau de sable sous les argiles lacustres, sous les structures romaines, sous les structures gauloises. Vous allez retrouver un niveau assez épais qui correspond à la remise en eau du lac. A priori, d'après les recherches de différentes personnes et les recherches que nous avons faites sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que nous avons un petit delta sableux, c'est-à-dire un apport de sédiments qui provient de l'Est, une petite rivière, un ruisseau, quelque chose, qui n'existe pas avant, et qui vient effectivement apporter toute cette matière, qui vient recouvrir les vestiges, et qui est sans doute l'un des apports qui justifie que le lac se remet en eau. Voilà, c'est des choses bien évidemment qui restent à préciser, je parle sous le contrôle des géomorphologues. Le fait est que ça nous fournit des indices stratigraphiques pour caler chronologiquement nos vestiges. Puisque paradoxalement, sur la fouille de Cournon CSP, on a en parallèle des sources documentaires, des informations nombreuses, mais je serais bien en peine de vous donner une carte précise des occupations du Moyen-Âge, puisque nous n'avons pas de mobilier. Les structures, l'occupation a laissé très très peu de mobilier, ou du moins dans des quantités qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir proposer des chronologies comme on l'avait fait avant. Ceci étant dit, en s'appuyant sur les données stratigraphiques, donc c'est-à-dire la présence de ces niveaux de sable, ce qui se passe au-dessus, les données précédentes, les sources, etc., on peut quand même envisager effectivement que sur la fouille de Cournon CSP, cette occupation du Moyen-Âge, eh bien, elle correspond exactement à ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire une occupation de bord de lac, une occupation de berge, avec des systèmes de pêcherie, avec des roselières. Donc pas d'habitat, pas des choses qui vont laisser des traces, mais des choses ponctuelles, des choses de faible ampleur, mais qui vont tout de même laisser cette empreinte. Vous voyez, vous avez ici un trou de poteau, un autre trou de poteau, un trou de poteau, vous avez un alignement là qu'on peut suivre sur plusieurs dizaines de mètres, vous en avez tout le long, et qui comme par hasard sont organisés parallèlement à ce qu'on envisageait être le rivage, donc ils peuvent bel et bien correspondre à des systèmes de pêcherie, voilà, à des systèmes effectivement qui sont très bien documentés. Mais c'est le paradoxe où, par rapport aux époques précédentes, on aurait l'impression qu'on a plus de matière pour pouvoir mieux appréhender cette époque, mais en fait c'est l'inverse. Donc c'est là effectivement qu'on se tourne vers des choses alternatives. Le Moyen-Âge se passe tranquillement et nous arrivons au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, où là, la façon de penser l'espace de Sarlève, la plaine de Sarlève change, puisque nous avons des politiques de mise en valeur nouvelle des terres, notamment du fait de volonté royale, hein, on pense à Henri IV, une logique de mise en valeur de ces espaces qui passe par des politiques de drainage assez intenses. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des entrepreneurs, notamment privés, qui vont chercher à acquérir ces terres, qui vont résoudre les problèmes de morcellement des terres, de morcellement parcellaire, et qui vont petit à petit, entre guillemets, simplifier une situation qui était fort complexe. Pour arriver à ce résultat-là, ces entrepreneurs, donc en 1611 par exemple, un certain Humphrey Bradley, qui cède ensuite la place à Octavio di Strada et à ses descendants, puisque ces problématiques se déroulent sur plusieurs dizaines d'années, avant de finaliser ou de réaliser ces campagnes de drainage, effectivement, il y a tout un processus d'acquisition, de bornage, d'administratif qui lui aussi laisse beaucoup de traces. Donc ce qui nous permet de voir effectivement ce qui s'est passé à partir de 1625 en l'occurrence, c'est que sur la fouille de CSP, sur des structures que nous avons retrouvées, de grands fossés, des grandes rases, voilà ce qu'on appelle des rases, le mot est toujours employé aujourd'hui, sont créés de deux manières. Un fossé de ceinture, ce qu'on appelle un fossé de ceinture, et qui s'installe aux abords immédiats du lac, c'est-à-dire directement sur notre fouille. Ces fossés de ceinture, et puis une grande rase centrale, donc qui doit techniquement se situer en plein milieu de la plaine actuellement, qui doit toujours exister, et qui aboutit à un exutoire ici. On voyait sur le cadastre napoléonien, cadastre de 1817, cette rase elle est toujours présente. Je reviens sur la précédente.
je peux attester que le fossé que vous voyez ici, évidemment la déformation du plan est ce qu'elle est, mais le fossé qui est ici, correspond au plan que vous avez ici. Et qui n'est pas disposé au hasard, parce qu'il est disposé à la rupture de pente que nous avons envisagée tout à l'heure. Donc c'est un des fossés de ceinture qui fait le tour du lac, que nous avons retrouvé, qui est ici, que nous avons non pas fouillé, nous avons fait une tranchée exploratoire, pour confirmer effectivement sa nature, et qui livre en partie sommitale du mobilier qui est très récent. Ce fossé, il a continué à fonctionner jusqu'aux années 50, 60. Donc voilà, encore une fois, cette continuité d'occupation, où la politique de drainage mise en place à partir du 7e trouve des échos dans la morphologie de la plaine de Sarliève encore aujourd'hui. Et oui, nous avons retrouvé d'autres fossés, effectivement. Et nous nous dirigeons tranquillement vers le 19e siècle, avec une logique, encore une fois, qui est toujours la même, la technologie aidant, on améliore le système de drainage, les fossés que vous avez vus sont repris, sont agrandis, notamment une grande campagne en 1846, avec notamment pour objectif d'augmenter le rendement des terres, d'augmenter l'exploitation agricole et éviter les inondations qui sont relativement nombreuses et qui sont bien documentées. Petit à petit, avec l'industrialisation de la société, finalement, dans la mesure où il y a une recherche de productivité et des pratiques agricoles qui évoluent, on voit bien effectivement que la façon dont on conçoit son espace, l'espace de Sarliève est le même. Nous, c'est ce qu'on sent sur la fouille, il est le même qu'avant, il est le même qu'à l'époque gauloise, il est le même qu'à l'époque romaine, il est le même qu'au XVIIe. Encore une fois, c'est l'ampleur qui change. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'ampleur, la mécanisation. La mécanisation, elle amène aussi des activités qui sont nouvelles, qui n'existaient pas avant, ou du moins pas à cette échelle. C'est l'exploitation des calcaires, alors pas directement sur le terrain, mais ou l'exploitation des sables, notamment au nord de notre fouille. Une exploitation de sable qui, paradoxalement, permet les premières découvertes archéologiques. Notamment, on pense à la sablière Bonabri, où on a trouvé toute une nécropole gauloise, et qui, par un jeu de rebours, permet de revenir au début de notre communication, où finalement ces découvertes archéologiques mènent à la situation actuelle et mènent aux recherches telles qu'on peut les concevoir ici. D'autres occupations qui peuvent paraître anecdotiques, mais que je trouve intéressantes, c'est un chemin de fer Michelin en 1932 pour tester les automotrices. Donc vous avez une photo ici qui est issue du fonds d'archives Michelin, où vous voyez Gergovie derrière. Donc il faut imaginer que cette photo a sans doute été prise à l'emplacement de notre fouille. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis après, le paysage d'aujourd'hui, il est finalement l'héritage, je pense, surtout des éléments comme le plan Limagne dans les années 60, où on abaisse de manière drastique la tranche d'eau, encore une fois en reprenant les fossés qui existent déjà, en créant de nouveaux, en mettant vraiment une politique de drainage mécanique systématique, ce qui entraîne une modification qui est, à mon sens, définitive du paysage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et après, l'espace est conçu différemment, puisque vous avez l'autoroute A75 qui traverse le lac du nord au sud, à partir des années 70, et puis vous avez une occupation qui prend une autre forme, une exploitation qui est notamment visible à travers des gros projets comme la Grande Halle ou le Zénith d'Auvergne. Donc ce qui est intéressant à mon sens, c'est que voilà, ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette communication, c'est que le lac n'a pas disparu, il est toujours sous nos pieds, il est toujours en évolution, et qu'il a répondu pendant plusieurs milliers d'années, pendant 6000 ans au moins, à une même logique. Et voilà, finalement, on est les héritiers, je pense, de cette idée-là, depuis au moins le néolithique moyen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et merci aux auteurs de la communication, et merci à l'équipe de Fouille pour son travail, et aux organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, les parcelles agricoles de la plaine de Sarliève atteignent pour certaines plusieurs dizaines d'hectares. A-t-on une idée assez précise de leur taille à la période gauloise ? Non, puisque par essence, ce sont des choses qui sont difficiles, voire impossibles à appréhender. Il faut s'interroger sur les traces archéologiques que peut laisser une parcelle en culture. Alors, nous avons des éléments indirects que sont éventuellement les fossés, les réseaux de fossés, qui peuvent indiquer qu'on a des délimitations qui peuvent correspondre à des parcelles, mais quand bien même, il est impossible de prouver quelle activité ont lieu exactement à l'intérieur de ces espaces. Pourquoi votre fouille livre très peu de mobilier de la période médiévale ? Eh bien, parce que le type d'occupation qu'on envisage, et qui est documenté qui est sourcé,
me laisse à penser que ce sont des occupations qui laissent peu de traces. Ce sont des occupations qui sont soit ponctuelles, de faible ampleur, et qui ne sont pas des occupations domestiques. Voilà, il faut imaginer que la pêcherie ou la cabane qui est liée à des activités qui sont connexes implique finalement peu de mobilier abandonné, puisque c'est ça finalement l'archéologie, c'est de retrouver du mobilier dans ce genre de cas qui a été abandonné, qui s'est retrouvé piégé dans le comblement des structures. Après, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas précisé, c'est que au-delà de ce mobilier qu'on pourrait retrouver piégé dans les structures et qui permettrait de réellement dater les trous de poteaux, les fossés, etc., du mobilier, notamment de l'époque médiévale, on en a trouvé un certain nombre hors contexte, c'est-à-dire libre de tout vestige, notamment dans les niveaux de plage. C'est du mobilier qui est brassé, donc techniquement qui n'est pas datable, mais certains types de mobilier, notamment le métal, grâce à ce qu'on appelle la typologie, permet de comprendre effectivement que nous avons affaire à du mobilier ou gallo-romain ou médiéval, etc. Donc plus spécifiquement pour la période médiévale, sur ces niveaux de plage, on a trouvé des plombs de pêche, on a trouvé des agrafes, on a trouvé des monnaies, qui nous font dire qu'effectivement, c'est évident, il y a une occupation, il y a quelque chose qui est brassé, mais je ne saurais pas vous dire si ça vient précisément de la zone de la fouille, si ça vient des extérieurs, et peu importe, j'ai envie de dire, on est quand même capable de restituer une ambiance d'occupation, et c'est ça le principal, je crois. À l'heure actuelle, si les rases et fossés de la plaine de Sarliève étaient volontairement comblés, peut-on envisager qu'un lac se reformerait aux portes de Clermont-Ferrand ? Non, ça semble peu probable, puisque il faudrait faire appel à des problématiques sédimentaires, à beaucoup de disciplines, et on se rendrait compte que la remise en eau au nom du lac, elle est due à des facteurs qui sont excessivement complexes, que je ne maîtrise pas, mais qui ne sont pas propres à la cuvette. Voilà, il faut faire intervenir des phénomènes d'érosion des pentes, des phénomènes climatiques, des phénomènes d'occupation des sols, pour effectivement envisager une telle hypothèse. Au pire, si des rases étaient comblées, vous auriez peut-être une élévation de la tranche d'eau, des inondations ponctuelles, mais pas quelque chose d'aussi massif qu'une remise en eau. D'autant qu'aujourd'hui, l'artificialisation des sols est assez importante, donc l'eau trouverait un chemin qui n'est pas forcément celle qu'elle a trouvé il y a 500 ans ou 1000 ans. Finalement, quel enseignement retirez-vous de ces 6000 ans d'activité dans la plaine de Sarliève ? L'intérêt que j'en dégage en fonction de ma perception d'archéologue et d'intérêts qui me sont propres, c'est que du fait de cet espace particulier, que je n'ai pas eu la prétention de comprendre ou de vous présenter en totalité, mais de par ses caractéristiques, on sent que c'est un espace effectivement qui est occupé d'une manière non pas forcément similaire, mais très proche, sur une très longue durée. Comme j'ai dit au début de la conférence, c'est un espace qui est attractif, mais en même temps il est répulsif. On joue sur ces deux tableaux systématiquement. Donc à chaque fois, en fonction des époques, on va chercher à en tirer le maximum. Et c'est notamment une question économique, une question agricole. C'est ce qu'on a vu pour les structures néolithiques moyens, 2000 ans plus tard pour le néolithique final, 2000 ans plus tard pour la période gauloise. C'est une exploitation de la plaine qui se veut agro-pastorale et qui, à chaque fois, pour des raisons diverses, prend de plus en plus d'ampleur. C'est logique, on est sur quelque chose non pas forcément linéaire. L'histoire de l'humanité, c'est des cycles, c'est des reprises, des déprises. Là, on perçoit un petit peu. Mais à mon sens, la logique, elle est la même. Elle est la même au Moyen-Âge, même si le lac est en eau. On exploite ce lac, on s'installe au bord parce qu'on pêche, parce qu'on exploite les roselières, parce que voilà, on a des espaces de pacage. L'idée est la même. Finalement, le vrai changement, il ne se fait pas sur ces périodes-là, il se fait ces 50, 60 dernières années, je crois. À partir du XIXe siècle, et plus encore à partir des années 50, avec des logiques différentes, des conceptions différentes de l'espace, de la société, on a un vrai changement. Ce qui aboutit au lac tel qu'on le voit aujourd'hui. Et justement, on ne voit pas de lac aujourd'hui. Vous passez en voiture sur la 75, vous traversez le lac, vous ne le savez pas. Peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est que notre conception a plus été bouleversée par certains phénomènes sociétaux ces 50 dernières années qu'elles l'ont été pendant 6000 ans ou plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette continuité et ces ruptures, mais c'est de comprendre effectivement comment, pour une même zone donnée, on l'a conçue de la même manière, on l'a conçue différemment, mais comment on a pensé un espace, comment on a cherché à faire quelque chose et comment on l'a fait évoluer. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une interaction entre le milieu et la société. Dès le néolithique,
on cherche à gagner des terres, on défriche, on fait du brûlis. Voilà, donc les pentes qui étaient occupées par de la végétation sont peut-être plus à nu, ça crée de l'érosion, ça modifie le système. Et puis à une époque, c'est différent. Voilà, c'est un jeu tout ça, c'est un jeu d'interaction et qui fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ça, je pense, le propre de l'archéologie, c'est d'expliquer peut-être à travers des exemples passés, à travers la compréhension de systèmes passés, comment nous on vit aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.